c'est intimiste, au moins c'est bien. L'objectif, donc on va rentrer dans le vif du sujet, on a un Biz Blast pour vous. C'est un petit jeu, je vais juste vous demander, je vais vous poser 3-4 questions, puis si vous avez la réponse, vous levez la main, tout simplement. Okay. Qui, dans la salle, a entendu parler de la blockchain? C'est bon, vous n'êtes pas trompé de ça, merci. Qui utilise maintenant la blockchain? Dans quelle application? DA, okay. DAO surtout. Yeah, ok, parfait. Qui a déjà acheté des NFT? Qui a déjà perdu beaucoup d'argent avec des NFT? La dernière question, qui dans la salle a déjà, sait déjà ce que c'est la tokenisation d'actifs physiques? Ok, quand même un bon niveau. Parfait. Merci. À nous de nous présenter. Moi, je m'appelle Marc. Je suis le cofondateur et le directeur général de Maltem Canada, qui est une compagnie de consulting dans le domaine de la cyber, data et développement. Je m'appelle Olivier Danco, je suis Chief Data et AI Officer chez Maltem. Je m'occupe de l'ensemble des projets liés à la donnée et l'intelligence artificielle au niveau monde pour le groupe. Et je suis Georges Fortin, CEO, cofondateur de Authenticar, qui est une plateforme qui digitalise le workflow des œuvres de collection et d'art pour les assurances. Parfait. Le but de cet atelier, c'est surtout pas de faire une conférence théorique sur la blockchain, la NFT ou la RGPD ou la loi 25, on a déjà entendu parler. Je vais en parler un petit peu parce que j'ai envie de parler de réglementation. On va en parler, mais ça ne va pas être chiant normalement. Vous me direz après. L'idée, donc c'est pas un cours théorique, c'est pas ce qu'on a envie de vous faire. Ce que va vous amener surtout cet atelier, c'est deux choses. Au travers d'exemples finalement concrets. Un, c'est de vous ramener un peu plus de compétences sur la cyber, alors qu'on n'est tous les trois pas des experts en cybersécurité. Et la deuxième chose qui est, je pense, importante et intéressante, c'est comment le contrôle de la donnée vous donnera un avantage concurrentiel important. Donc moi, j'ai rencontré Georges sur un réseautage il y a un peu moins d'un an. Georges cherchait une boîte pour lui faire un audit cyber data par rapport au lancement d'un produit qu'il va vous raconter. J'étais au bon endroit au bon moment. Moi, j'accompagne ce type de start-up sur l'innovation, sur la cyber et la data. Donc j'ai levé les deux mains, puis je me suis empressé d'aller le voir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est par le biais d'Authenticar, on va présenter sa vision, le produit. On va faire un miroir par rapport à la théorie, avec notamment le concept du privacy by design. Oui. Donc, comme je disais, Authenticar, on spécialise dans la digitalisation du workflow pour les objets de collection et de valeur pour les assurances. On n'est pas un blockchain native, DAO, mais on utilise la blockchain pour créer un layer de confiance. Donc, on a un système de private blockchain. Nous, notre vision long terme, c'est vraiment la tokenisation d'actifs physiques. Avec ça, il y a plein d'avantages que je pense que la plupart des gens ici connaissent, qui est comme, admettons, pour un créateur, la traçabilité, être capable de suivre son droit d'auteur. Mais aussi pour les collectionneurs, protéger contre la mise d'appropriation en créant un titre de propriété qui lie le jeton à l'objet, mais aussi de mieux connecter avec les créateurs. Donc, il y a plein d'avantages qui sont associés avec ça, mais il y a aussi des grands défis. Un des défis, c'est le fait que la plupart des collectionneurs ne veulent pas être connus. Donc, comment est-ce qu'on intègre un système qui permet d'avoir une traçabilité puis une permanence de données, on va appeler ça comme ça, en même temps qu'en étant conforme avec la RGPD, la loi 25, le CCA en Californie, donc qui est un peu le droit à l'oubli. Donc, il y a un challenge d'architecture qu'on avait besoin de mettre en place et aussi on avait une obligation par rapport à l'éthique des données. Et c'est pour ça que Authenticar est allé chercher l'expertise de Maltem pour nous aider à bien faire un audit puis s'assurer que notre architecture soit conforme à nos objectifs. Et pour faire tout ça, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de le faire au travers du Privacy by Design. Et pour vous donner tous ces exemples dont on vient de vous donner un premier aperçu, une première idée, on va prendre les différents points qui sont là. Je vais vraiment vous définir le Privacy by Design. Je vais vous faire un petit peu la théorie. Et ensuite, à chaque fois, on va donner des exemples pratiques. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous partiez avec des idées, une boîte à outils, que vous en sachiez un petit peu plus sur comment vous pouvez vraiment démarrer, améliorer votre cybersécurité en travaillant sur vos données. Le Privacy by Design, c'est un concept qui a été créé dans le domaine de la protection des données par Anne Cavoukian, commissaire à l'information et à la confidentialité de l'Ontario,
peut-être que certains l'ont vue, elle était présente sur cet événement. Il s'agit ici d'intégrer la protection de la vie privée dès la conception du produit ou du service numérique. L'objectif, c'est de se poser la question dès le tout début, au moment où on commence à le concevoir. Bien entendu, également à la phase de création et de conception. On aura toutes ces étapes qui sont clés. L'objectif, c'est de créer les produits qui respectent la vie privée dès le début. Et tout ce pourquoi on va respecter la vie privée, c'est bien entendu pour avoir un niveau élevé de confiance et de sécurité, tout en se conformant aux réglementations en vigueur. On en a parlé un petit peu, on ne va pas trop vous assourdir avec la réglementation, mais on va quand même en parler. C'est important pour que vous ayez conscience de comment ça peut impacter le Privacy by Design. Ça favorise une relation positive et durable entre, bien entendu, vos clients et vous en tant qu'entreprise sur la confidentialité des données. Et pour ça, on va commencer par le premier point, c'est la notion d'intégration précoce de la protection de la vie privée. Le but, c'est on prend la confidentialité à la phase initiale du développement, on identifie les risques potentiels pour la vie privée et on élabore des mesures pour les atténuer. Super, ok, c'est sympa, je vous ai fait un truc théorique, mais là, ça ne veut pas dire grand-chose, je pense, à part si je redis 2-3 fois. Maintenant, on va prendre des exemples. Ça veut dire quoi intégrer la protection de la vie privée? On est en 2012, on est à New York. 2012, à New York, il y a Bradley Cooper qui sort d'un taxi. Et à l'époque, il a une relation, on n'est pas sûr qu'il ait une relation amoureuse avec une autre actrice. Mais en 2012, on a aussi les taxis new-yorkais qui ont mis leur base de données en ligne accessible à tous. Génial! On peut savoir quel taxi va de où à où. C'est super, c'est une super idée, on sait où ils sont, ça peut être utilisé par tout le monde. Des applications mobiles utilisent cette base de données pour être capable de dire où sont globalement les taxis et permettre qu'ils se répartissent différemment. Globalement, l'idée n'est pas négative. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que des journalistes très malins ont pris cette information et ils ont pu absolument tracer tout le trajet de Bradley Cooper. Ils ont regardé le numéro du taxi, d'où est-ce qu'il venait, le temps qu'il a pris, s'il avait laissé un pourboire ou pas. Et qui avait pris le taxi aussi avant, après, qui était dedans. Et donc, en remontant et en regardant d'autres informations open data de la ville de New York, ils ont effectivement constaté que oui, Bradley Cooper n'était pas seul dans ce taxi et qu'il y avait une actrice qui était avec lui. Et est-ce qu'il y a des connaisseurs qui était l'actrice? Je ne sais plus si c'était Jessica Alba ou une autre. Je vous laisserai regarder, c'est un use case. Vous regardez Taxi New-Yorkais 2012, c'est vraiment un use case hyper intéressant sur l'intégration de la protection de la vie privée. Encore une fois, on a un projet qui a une vraie volonté positive. On partage de la donnée ouverte, on est capable d'avancer, on est capable de créer des produits dessus. Mais il manque quelque chose. C'est comment on garantit la vie privée. Pour ça, il y a la pseudonymisation, par exemple. Être capable de pseudonymiser l'information. Les taxis, ils ont des identifiants. Peut-être qu'au moment où on les identifie, on peut avoir des identifiants différents, avec des tables de correspondance. Il y a plein de choses possibles, mais il faut le penser au début. Si vous le pensez à la fin, que vous revenez avec votre base de données, les systèmes qui sont existants, vous allez vous retrouver à devoir faire un rollback, revenir en arrière sur la base de votre projet, et avec toutes les difficultés qui vont aller avec. Et justement, là-dessus, on est une très petite start-up en démarrage. On a lancé notre produit récemment, on commence à parler avec des clients, on commence à mettre des gens sur la plateforme et on est assez chanceux que là, on parle avec des gros assureurs déjà. Et une des premières questions qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce que vous faites avec les données privées? Dans le milieu de l'assurance d'or, il y a eu des problèmes avec une compagnie qui était backée par Christie's, qui s'appelle Collectrium, qui a eu un grand scandale qui a coûté beaucoup de millions de dollars à Christie's, où ils utilisaient les données de façon non responsable. Donc, à ce stade-ci, en tant qu'entreprise, un start-up, on est toujours un peu cash trap, on n'a pas tant l'argent qu'on veut. Nous, on a pris la décision d'intégrer le Privacy by Design dans notre développement, de prendre un moment de plus pour le développer puis lancer notre plateforme. Et ce que ça fait, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on parle avec des assureurs, qui sont des compagnies qui peuvent générer des revenus pour nous énormes, la première question qu'ils nous posent, c'est comment vous adressez ça? Puis on a la réponse. On a un framework qu'on met en place. Puis ce que ça fait, c'est que ça ne nous gagne pas la business, mais on ne la perd pas. Puis en ce moment, une start-up de notre taille qui parle avec des assureurs de cette ampleur-là, c'est un privilège qu'on essaie de maintenir, mais le Privacy by Design est une grande clé qui nous permet d'avoir ces conversations-là puis d'augmenter le potentiel de succès de ce qu'on fait. Ce qui nous amène naturellement à l'étape suivante. On intègre précocement la protection de la vie privée. On voit les différents impacts que ça peut avoir de ne pas le faire ou de le faire. C'est ce qui vous donne vraiment les deux versions. La minimisation de la donnée, on va traiter uniquement les données nécessaires pour atteindre un objectif. L'objectif du produit, l'objectif du service. Et le but, c'est d'éviter la surcollecte d'informations personnelles.
éviter la surcollecte d'informations personnelles, l'objectif c'est vraiment d'aller chercher que l'info qui est nécessaire. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu à titre personnel dans un milieu industriel. Des machines industrielles existantes collectaient à peu près chaque machine 1 téraoctet de données par mois. Toutes les données possibles d'une machine industrielle étaient collectées et stockées tous les mois. 1 téraoctet mensuel. Il y en avait moins de 200 mégas utilisés vraiment opérationnellement. Le reste des téraoctets, c'était des données de maintenance. Mais pareil, sur ce téraoctet, on prenait les 200 MO, on regardait ce qui restait, qui pouvait être utilisé pour la maintenance, et on se rend compte que la plupart des données n'étaient pas utiles, n'étaient pas nécessaires. Et on stockait de l'information personnelle qui était les connexions des utilisateurs à la machine. On est sur de la machine de découpe, des personnes venaient et s'identifier à la machine avant de la faire fonctionner. Donc on savait exactement qui prenait des pauses, prenait pas de pauses. On s'est rendu compte que les clients chez qui ces machines étaient déployées analysaient parfois cette donnée, sans forcément nous prévenir, et pouvaient l'utiliser pas du tout pour les raisons pour lesquelles ça a été créé. On badge, c'est tout, c'est un système de badging. Des entreprises utilisaient cette info pour vérifier que la personne était sur poste. Ça n'a pas été fait pour ça, ce n'était pas vraiment l'usage, d'où l'intérêt de minimiser la donnée. Si le badge, on se retrouve avec un identifiant qui n'est pas compréhensible par quelqu'un qui vient chercher la donnée directement, ça aurait changé le fonctionnement. Et sur ce point-là, un des projets qui était le plus important dans ce qu'on a fait avec Maltem, c'était que dans l'idée de la tokenisation, en fait, tu as besoin d'une blockchain publique, qui est en fait publique, malgré qu'il y a de l'encryption et tout, puis des hashes, mais après ça, on a un layer de blockchain privé, puis on a un layer de SQL. Là, ce qui se passe dans la minimisation des données, c'est qu'en plus d'avoir un avantage au niveau de la façon que c'est géré, il y a un avantage de coût et un avantage de rapidité de système. Donc, en prenant le temps de minimiser ce qu'on doit mettre à chaque niveau, on est capable de cette façon, de protéger les clients, donc augmenter la confiance, puis réduire l'hésitation que les gens ont embarqué sur des blockchains, parce que c'est un des gros problèmes dans le monde des non-initiés. Puis de cette façon-là, justement, on est conforme à la RGPD, puis on est capable de mettre certaines informations qui sont associées au droit à l'oubli dans une base de données qui est, elle, effaçable, pseudonymisable. On parlera un petit peu du droit à l'oubli tout à l'heure. J'aime bien la réglementation. Je suis partie de ces gens un peu fous qui, quand ils voient 300 pages de RGPD, la lisent. Oui, on a une question. Public blockchain, private blockchain, SQL database. Une base de données standard. On peut en reparler à la fin en plus avec plaisir. On a prévu une conférence qui tiendra volontairement pas 1 heure pour laisser du temps à l'interaction. Et pareil, si à tout moment vous voulez qu'on répète, vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Le but, on est en petit comité, c'est aussi qu'on discute ensemble de ce qu'on vous partage. Donc vraiment, vous avez peut-être aussi des retours d'expérience. On est preneurs. Ouais. Partager l'expérience, ça permet aussi de voir éventuellement un nouvel angle de situation. Ouais. Puis on pourra parler de l'architecture plus en détail, mais peut-être pas devant, je ne veux pas ennuyer tout le monde, mais on s'en parlera après. Alors, non, ça n'ennuie pas l'architecture. Je ne vois pas pourquoi on dit ça, c'est toujours passionnant. L'étape suivante, c'est le contrôle de l'utilisateur. Le contrôle de l'utilisateur, c'est donner aux utilisateurs, encore une fois, le contrôle sur leurs propres données. Mettre en place des fonctionnalités avec des paramètres de confidentialité, ce qu'on appelle le consentement éclairé. Dit comme ça a un côté un peu mystique, mais c'est vraiment être capable de savoir à quoi on consent. Exemple, les fameuses conditions d'utilisation que personne ne lit. Voir où des fois le lien ne fonctionne pas, voir, il renvoie à des conditions d'utilisation d'il y a 5 ans. Voilà, la difficulté, elle est intéressante à analyser. Sur la notion de contrôle de l'utilisateur, je vais vous donner un exemple sur une application sur laquelle je travaille, une société que j'accompagne en ce moment. On a mis en place une application qui permet d'enregistrer des événements d'incidents industriels. Donc on a des événements, ce qu'on appelle des presque accidents, qui peuvent arriver. Et le but, c'est de les enregistrer, non pas pour les flaguer en disant « attention, quelqu'un fait une bêtise », mais pour être capable de voir tout ce qui peut être évité et quelles sont les actions permettant de les éviter par la suite. L'exemple d'un presque accident, c'est vous avez une tache d'huile. Oui, une machine, on est dans une industrie, il peut y avoir une tache d'huile au sol. Le presque accident permet de l'enregistrer et de voir ce qui va être fait. Mais derrière, l'application permet également de dire qui va nettoyer la tache d'huile. Donc, j'ai vu la tache d'huile et je peux dire, ce serait pas mal, Marc, que ce soit toi qui aille la nettoyer. Sauf qu'en faisant ça, à aucun moment, je connais ni sa responsabilité, ni ses disponibilités, ni si ça va être fait immédiatement, parce que je ne sais pas du tout comment il a son planning et ce qu'il a prévu. Le fait de donner le contrôle à l'utilisateur, c'est permettre, par exemple, à Marc, dans cette situation-là, de dire, moi, j'aimerais que dans la situation où je suis assigné à une tâche, je puisse être prévenu oralement.
Donc c'est simplement d'indiquer que si j'assigne Marc à cette tâche, j'ai une petite pop-up qui me dit il a besoin d'être appelé, contactez-le à ce numéro. Ou il va recevoir une alerte SMS. Il y a plein de façons de faire et de configuration. Marc peut très bien aussi que dire ouais non, les tâches d'huile c'est pas mon job, je suis directeur financier, moi j'aimerais bien qu'on me donne pas ce type de tâches-là dans l'usine. Donc c'est pas forcément pour moi. Donc il va configurer grâce à un système de contrôle qui lui est personnel, il va fine-tuner, il va paramétrer finement la façon dont on va échanger avec lui. Et ce contrôle fin, en fait, dans le Privacy by Design, il est très important parce qu'il permet vraiment de se poser la question de comment on va aller chercher l'information et comment on va pouvoir y accéder. Et surtout, ça limite les accès. On a accompagné une société qui vend des caméras embarquées, qui embarque une 4G LTE. La première application, c'était pour les chasseurs du Québec, du Canada. Ils plantent la caméra dans le tronc d'arbre et puis ils scannent la faune et la flore du Canada. Ce qui fait qu'ils se retrouvent, il y a deux utilisateurs finaux. Il y a les chasseurs qui ont des millions et des millions de données sur la faune et la flore, puis aussi les employés qui avaient accès à tout. Eux, ce qu'ils ont fait by design, et c'est un très bel exemple sur le contrôle d'utilisateur, à un moment donné, toutes les données qui remontaient, il la pseudonymise pour qu'il puisse, que l'utilisateur final type le vendeur, qui avait accès à la biche ou à l'arbre qui était présent dans tel endroit, c'était peu important pour lui. Par contre, c'était intéressant de savoir qui derrière avait la caméra pour faire éventuellement un spécial sur la caméra, etc. Par contre, il pseudonymisait la donnée pour faire des analyses de marketing, data, des data analystes. Ils n'ont pas besoin de serveur de savoir derrière c'est qui a besoin de cette caméra. Donc ça, c'était un bel exemple d'avoir fait depuis le début, by design, le contrôle des utilisateurs. En fonction du type de l'utilisateur, on a accès à une donnée spécifique. J'ai essayé d'accéder aux données de photos de biches pour vous les partager. Ouais. Effectivement, c'est sécurisé, je n'ai pas réussi à trouver exactement. C'est dommage, j'avais plein d'idées de même avec des biches à vous faire passer durant la conférence. Je me ferai un plaisir de le faire si on fait une conférence spécifique avec ce client. L'étape suivante, c'est la notion de sécurité et de protection des données. La partie sécurité, protection des données, on parle cyber, journée spécialement dédiée à la cybersécurité. Je trouve ça intéressant d'ailleurs d'avoir une journée dédiée. De mon point de vue, on devrait en parler quasiment dans toutes les conférences. Ça devrait être clé, ça devrait être quelque chose qui est la base, penser vraiment à la partie cybersécurité. L'axe qu'on prend aujourd'hui, encore une fois, est très axé data, mais c'est pour vous montrer que travailler la cyber se fait de plein de façons différentes. Sur la sécurité, la protection des données, le but c'est intégrer les mesures de sécurité robustes, important le mot robuste, pour protéger les données contre les accès non autorisés et les violations de sécurité. Et là, on a eu de très bons exemples ce matin de plein, je ne vais pas les reciter, mais ils étaient très intéressants, des exemples de fuites de données éventuelles et la façon dont on peut avoir des vols d'informations. Oui, un exemple que nous, qu'on a vu à travers les assureurs qui en ont parlé, puis qu'on parle de données, quand tu as des données sur une feuille Excel ou sur un morceau de papier, techniquement, c'est des données quand même, mais sont juste, tu peux les laisser traîner sur une table ou un bureau, puis c'est très accessible, c'est pas protégé. Donc, un exemple qu'on a eu, c'était, puis je vais faire l'histoire rapide, un homme qui avait un peu plus âgé, avec une très belle collection d'art, qui s'était remarié. La fille de l'homme n'était pas d'accord avec le remariage. À chaque fois qu'elle allait le visiter, elle prenait une œuvre et elle la ramenait chez lui. Elle a fait ça pendant des années. Puis lors du décès, malheureusement, de cet homme-là, l'épouse s'est rendue compte qu'il y avait une misappropriation des biens et il n'y avait pas vraiment de moyens ou de mécanismes pour montrer le lien de propriété entre les objets et la personne. Et ce qui s'est passé, c'est que à travers le processus, la personne est allée voir la police. Après ça, les avocats s'en sont mêlés, la cour s'en est mêlée, la curatelle publique s'en est mêlée. Elle a forcé la divulgation d'informations à l'assureur qui n'était pas à l'aise avec ça, mais qui n'avait pas aussi de structure d'architecture de données. Donc, a divulgué l'information qu'elle avait pour permettre de faire ce lien-là. Dans ce processus-là, il y a eu beaucoup trop d'informations qui ont été partagées et c'est une situation qui s'est ramassée quand même dans l'œil du public. Tandis que si tu as une situation où tes données, justement, sont clairement protégées, montrées et accessibles aux besoins, il y a une façon de dire, on a juste besoin de montrer ça pour prouver ce qu'on a besoin de prouver. Et donc, mettre en place cette protection-là ou cette accessibilité-là, tout dépendant, ça veut dans les deux sens, ça permet de protéger, en fait, les données également. Ça, c'est un cas qui avait été assez important pour l'assureur, en fait, parce que ça les a rendus très mal à l'aise. Ça me rappelle une expression que j'aime bien que tu utilises. Les 5C ? Ouais. Effectivement, c'est une petite aparté cyber.
moi j'ai souvent des clients en face et on parle de cybersécurité. Puis quand vous prenez un risque de cyber, je sais qu'on est en plus une expert cyber, je vais faire attention à ce que je dis. Mais quand il y a je vais vous donner deux tactiques. Quand vous prenez un risque cyber, la première tactique, c'est la règle des 5 C. Vous connaissez la règle des 5 C? Non. C'est con, mais c'est comme ça. Prendre le risque, faire un pas sur le côté, fermer les yeux et puis faire semblant qu'on ne l'a pas vu. Il y en a encore beaucoup qui le font. Facteur humain. La deuxième tactique qui me paraît un peu plus participative, c'est partir du postulat que, tous les objets qui nous entourent, laveuses, sécheuses, automobiles, sont des ordinateurs, donc sont potentiellement hackables. Vous êtes dans votre Tesla, vous recevez un SMS en disant si tu ne payes pas tant, je ne te débloque pas les freins, vous êtes mort, globalement. Le deuxième postulat, c'est quand vous avez des fournisseurs, faire attention à un fournisseur hégémonique, c'est-à-dire un fournisseur où il est le seul à vous vendre cette technologie, où c'est le seul mondialement à vous vendre une technologie particulière, parce que lui, quand il va se faire attaquer, vous allez vous faire vous aussi attaquer. Donc ça, c'est faire attention à ça. Maintenant, les risques de cyber, ça reste du facteur humain, c'est de la prise de conscience. Ce qu'on se rend compte, je trouve, Québec, France, on a encore beaucoup ici dans la réaction. On fait un audit de sécurité, il faut qu'on fasse un pen test parce qu'il faut qu'on montre que ça fait mal. Mais je trouve que depuis un peu plus d'un an, avec le FIC l'année dernière, on parle beaucoup de sensibilisation à la cyber, ce qui est important. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus pour essayer d'accompagner tout le monde sur la sensibilisation à la cybersécurité. Parce que la cyber, elle commence à la maison, finalement, puis c'est un petit peu ce qu'on essaye d'appliquer à tout le monde ici, au Québec en tout cas. Donc, les notions de privacy by design, l'étape suivante, c'est la notion de transparence et de visibilité. Fournir aux utilisateurs les informations claires, compréhensibles sur la manière dont leurs données sont collectées, utilisées et partagées. Quand vous acceptez les cookies sur un site, vous savez à quoi ça sert? Globalement, on sait tous que ça permet, quand on revient, de pouvoir être reconnu et reconnecté. Est-ce que vous savez que ces mêmes cookies sont parfois partagés d'un site à un autre? Que si vous êtes passé sur un site en particulier, vous passez sur un second, le second, c'est le chemin que vous avez fait. Certains sites sont capables de scanner les cookies que vous avez eus parce que le site va appeler les cookies en cherchant celui qui correspond au sien, va analyser tous ceux que vous avez fait. Vous êtes en train de chercher une nouvelle paire de chaussures, vous faites plusieurs sites internet, vous vous baladez sur Amazon pour totalement autre chose. Amazon saura entre autres qu'en ce moment les chaussures vous intéressent particulièrement et pourra vous pousser la publicité et ses produits en priorité. La notion importante, vraiment, encore une fois, c'est être capable de comprendre ce qui se fait en termes être capable de comprendre ce qui est fait de nos données. Aujourd'hui, on ne le sait pas trop, en toute sincérité. Il y a peu de sites qui donnent la visibilité complète. C'est vraiment important de pouvoir renforcer ces éléments-là. Et vous avez un exemple en ce moment qui fonctionne bien et que vous connaissez tous, qui renforce la visibilité. Vous avez tous reçu plein de mails dessus. Oui. Juste à main levée, en fait, c'est plus pour les résidents du Québec. S'il y a des gens d'outre-mer, c'est différent, mais en ce moment, on reçoit une marée d'emails de nos nouvelles politiques de données. J'assume que tout le monde en a reçu. Tout le monde trouve qu'on en reçoit trop. Personne ne les a lus. Mais c'est une obligation quand même qui va avec. Donc, pour les gens qui sont un peu plus préoccupés par cette utilisation-là, au moins, tu sais qu'il y a une entreprise qui utilise tes données. Puis pour cette raison-là, tu envoies une note pour dire on a changé les façons de faire, voilà qu'est-ce qu'on change. Donc, ça fait partie de l'obligation de visibilité qui est associée à ça. On a eu ça dans la RGPD en Europe, déploiement de la RGPD. 2017, il y a le début de la mise en application qui était prévu pour mai 2017. À partir de février, c'était tous les jours, tous les sites envoyaient un long email expliquant comment ils allaient absolument tout changer. Dans la réalité, ayant travaillé avec certains de ces sites à l'époque, ils pensaient que d'avoir envoyé ça, c'est bon. Ils étaient RGPD compliance. C'est fait, j'ai envoyé mon mail. Ah, puis en plus, j'ai un petit bouton qui permet aux gens, quand ils viennent, de dire qu'ils acceptent ou pas les cookies. C'est bon, c'est fait. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais c'est intéressant de voir aussi la compréhension, l'appropriation, la façon dont on doit travailler cette notion de transparence et de visibilité. L'étape suivante, c'est la réactivité et adaptabilité. On a parlé un petit peu de l'évolution. En toute sincérité, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, la cyber ça a vraiment évolué. Les attaques aussi. Est-ce qu'elle a évolué parce que les attaques ont évolué ou est-ce qu'elle a pris les devants? Je laisse à chacun la possibilité d'en juger. En tout cas, le but, c'est
être prêt à s'adapter aux évolutions réglementaires et les besoins des utilisateurs en matière de confidentialité, en apportant les modifications et les améliorations constantes. Un exemple concret de réactivité et d'adaptabilité que je vais vous donner, une société pour laquelle j'ai travaillé, on avait mis en place en 2017 justement, on a mis en place les équipes DevOps. Donc on a mis en place une équipe DevOps complète on a recruté 20 personnes en 3 mois et l'équipe était autonome, était dans un service, société de 1300 personnes, quasiment que du développement informatique, et cette équipe était chargée de vérifier que l'ensemble des applications fonctionnent. Puis, assez rapidement, on leur a donné aussi la charge de vérifier que les applications fonctionnent, mais qu'il n'y a pas trop de fuites, et éventuellement qu'il n'y a pas de connexion externe, et qu'il n'y ait pas d'adresse IP qui vienne checker les applications de trop. Bref, on leur a donné de plus en plus de charges. Au final, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'elles ont perdu une expertise métier qu'elles commençaient à avoir, et on a dû totalement réadapter la façon dont on travaillait avec ces équipes. Ce qui a été fait, c'est qu'on a pris une équipe complète de DevOps qui faisait un petit peu de cyber et on l'a complètement explosé dans les services. Équipe financière, un DevOps dédié équipe financière. Oui, c'est particulier, mais on avait une personne qui devait gérer la partie financière. Alors, en toute sincérité, faites-le. Faites-le parce que c'est la première personne qui va voir que, tiens, c'est marrant, j'ai vu un fichier Excel avec nos comptes qui est présent sur un compte Gmail perso du CFO. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Parce que il veut accéder à de l'information et ça donne une info qui est diffusée en dehors de l'interne de l'entreprise et c'est un vrai risque. Encore une fois, ça dépend ce qui est dedans, mais si je parle du CFO volontairement, c'est qu'ils ont accès parfois à des informations qui, de manière concurrentielle, peuvent vraiment être utilisées. Le fait de créer ces petites bulles supplémentaires, ce dispatch et d'intégrer la partie DevOps, cyber un petit peu partout, va permettre de monter en capacité de réactivité et d'adaptabilité. Parce que ce que je viens de vous dire, peut-être que le CFO, lui, il a absolument besoin de ce fichier une fois par mois. Et parce qu'il en a besoin une fois par mois, il va tout faire pour se l'envoyer. Si on ne lui met pas les outils, les conditions lui permettant de le faire, vous aurez beau faire ce que vous voulez en cyber, il prendra une clé USB, il prendra un autre moyen de le faire. Donc il faut vraiment être capable de comprendre les besoins métiers et pour ça, l'idée, c'est de créer des bulles dans lesquelles on va mettre la cyber, mettre la partie data, mettre la partie DevOps. Selon la taille, ça peut être l'un ou l'autre. Quand vous avez des grandes équipes, je conseille de mettre les trois, en tout cas d'avoir les trois compétences. Le dernier élément important sur le Privacy by Design, c'est l'intégration dans la culture de l'entreprise. Et ça correspond à ce qu'on vient de se dire un petit peu avant, qui est faire en sorte que la protection de la vie privée, c'est une valeur de l'entreprise, c'est vraiment présent. Si vous avez un CFO qui dit « oui, mais moi c'est bon, vous inquiétez pas, moi il n'y a pas de souci, mon compte Gmail perso il est géré ». Oui, sauf qu'il est ouvert à la maison, il est ouvert sur le téléphone, que pendant les vacances, il y accède depuis je ne sais quel réseau ouvert, au hasard celui de la gare ou de l'aéroport, qui sont des vrais réseaux à risque, il faut toujours faire attention. Allez-y pour votre Facebook, il n'y a pas de souci. Pour d'autres informations, ne le faites pas. Et l'implication de tous les membres de l'organisation dans la préservation de la vie privée. Il existe aujourd'hui des applications très intéressantes qui permettent de faire monter l'ensemble des équipes sur la partie connaissance de la cybersécurité. Des conseils, des petites applications, des petites vidéos, plein de choses qui font que vous allez avoir l'ensemble de vos équipes qui va monter en compétences. Et c'est vraiment quelque chose d'important, il n'y a pas que les équipes cyber. Si vous avez que les équipes cyber, vous n'y arriverez jamais. Il faut être capable de sensibiliser l'ensemble des personnes à ce sujet. Oui, là-dessus, c'est ce que nous, on a fait par rapport à ça à travers l'audit qu'on a eu. Évidemment, il y a plusieurs systèmes qu'on utilise qui sont stratégiques et mission critical. Par exemple, le cloud ou des choses comme ça. Puis, on a commencé à mettre en place à travers une liste de best practices, puis un roadmap de cybersécurité, des façons de faire pour s'assurer que justement les accès soient limités, créer des comptes sur le site. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas la responsabilité d'une personne dans l'équipe. Tout le monde est responsable de ça, puis on se pointe, on se lance la base pour se dire comment on peut améliorer notre cybersécurité, comment on peut s'assurer justement que les accès soient seulement pour for your eyes only ou pour need to know basis. Puis ça fait partie de notre culture, puis on met en place des choses comme des credit checks, des background checks, parce qu'on veut que tout le monde qui rentre dans l'organisation, qui collabore avec nous, garde ça en tête, que nous, une des choses les plus importantes qu'on fait, c'est on gère des données, puis on respecte la protection, mais aussi les données privées, puis ça fait partie de notre rôle en tant que chaque employé, chaque collaborateur, de mettre ça de l'avant. Donc, toutes ces petites étapes-là, l'action mène aussi à la réflexion, et de cette façon-là, ça s'intègre vraiment dans notre culture, puis justement, on a un roadmap qu'on n'a pas encore accompli, mais sur lequel on travaille
pour justement constamment améliorer. Puis ce CI/CD, là, Continuous Improvement and Deployment, on l'a au niveau aussi de la cyber, puis ça fait partie de notre culture. Quand on parle d'intégration de l'entreprise, il y a plein de façons de l'intégrer. Il y a vraiment plein de façons de faire. Vous pouvez avoir des processus de formation classiques. On parle de cybersécurité, on parle de sécurité des données. Il y a le mot sécurité. Les personnes qui rejoignent une entreprise vont être formées à la sécurité incendie. Avoir une fuite de données, en quelque sorte, c'est un joli incendie. Donc, former les personnes à savoir comment éviter les incendies ou comment être capable de réagir en cas d'incendie, c'est hyper important. Et ça fait partie de la culture d'entreprise. Vous pouvez également intégrer ça, je pense, beaucoup aux équipes marketing et commerciales. S'il y en a dans la salle, je m'excuse, mais c'est vrai que c'est souvent des équipes qui, pour des besoins sales, vont avoir besoin d'informations qu'on essayerait d'éviter, qu'on limiterait quand même en termes d'enregistrement. On va avoir besoin de savoir exactement les noms, les prénoms, les âges, pour être capable de cibler. Tiens, on a besoin de cibler exactement telle information. Et parce que ça va être fait, les données permettant d'avoir du ciblage particulier vont être conservées. Et c'est là le piège. Pourquoi conserver de l'information si on ne s'en sert plus de cette façon-là? Être capable de l'intégrer, c'est aller accompagner ces équipes et leur dire « Ok, tu as besoin de ces informations, on va tout faire pour que tu les aies. Par contre, tu les auras que le cadre de ton besoin. Tu as besoin d'une campagne particulière à des personnes de tel âge à tel âge, pas de problème. Par contre, une fois que la campagne a été lancée, la donnée qu'on t'a fournie, tu l'effaces. Nous, on l'a, on te refera une extraction, on te la remettra à disposition si tu en as besoin. Mais on évite les fichiers Excel qui se trimballent partout avec le nom de l'ensemble des clients, l'ensemble des prospects et autres. J'imagine que vous en avez tous eu un moment entre les mains, pour une raison ou une autre, et on a toujours une bonne raison. C'est ça qui est assez intéressant. Ça fait partie de l'intégration de la culture de l'entreprise, être capable d'avoir des équipes, peu importe le niveau hiérarchique, qui à un moment disent « Ah, là, j'aimerais te demander une info, mais bon, vu que c'est un fichier Excel, comment tu pourrais me le fournir différemment ?» Peut-être que tu peux éviter de me faire le spreadsheet Gmail directement. Il y a peut-être une façon de faire qui va sécuriser à minima. Peut-être que tu peux me fournir un fichier que tu gardes sur ton serveur et que tu pourras supprimer. Il y a plein de façons de l'imaginer et de le créer. Tout ce qu'on vient de voir là, le Data Privacy by Design, oui, je dis Data Privacy, désolé, des formations. La Privacy by Design, Data Privacy by Design, ça s'intègre dans la gouvernance des données. Et ça s'intègre dans quelque chose de beaucoup plus large. La Data Governance, c'est vraiment l'idée d'aller faire le Privacy by Design, mais pas seulement. Et je vais vous parler un petit peu de Data Governance, là tout de suite je vous avoue, c'est l'excuse pour vous parler de réglementation. Oui, j'avoue, je l'assume complètement. Mais en tout cas, je vais vous en parler un petit peu sur la partie Data Governance. La gouvernance des données, il y en a plein d'exemples. Il y a des exemples à 4 éléments, il y en a à 12. Je vais vous donner celle qui me semble intéressante et vous allez voir, en plus, elle a une vraie mise en pratique qui correspond à ce qu'on a vu avant en Privacy by Design. Intégrité et fiabilité de la donnée. Donc, data governance blockchain, je précise, parce que encore une fois, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble pour les données d'Authenticart. La blockchain, ça repose sur des données immuables et vérifiables. Donc, une gouvernance, ça doit garantir que les données, elles doivent être de haute qualité exacte. Oui, ça a l'air bête, mais c'est l'avantage de faire de la blockchain et de la data governance, c'est qu'au moins, on a cette notion de rendre les informations immuables. On les ajoute à la chaîne et ça renforce l'intégrité du système. Donc, c'est hyper positif en termes de possibilités. Le consentement et la confidentialité des données. Bien entendu, on en parlait tout à l'heure. Gouvernance des données, ça définit des règles qui enregistrent, qui entourent tout ce qui est consentement des utilisateurs pour l'accès et l'utilisation. Comme on l'a vu dans le Privacy by Design. Ça garantit que la donnée personnelle est traitée conformément aux normes de confidentialité et de consentement. Pourquoi faire? C'est bien sympa, encore une fois. Pourquoi je dis ça? C'est gagner la confiance des utilisateurs. Si j'utilise votre information, que je vous dis comment j'utilise et qu'effectivement c'est le cas, ok, c'est cool, vous allez rester. Par contre, si vous commencez à voir que, tiens, je vous ai envoyé un nouvel email marketing, mais vous n'avez jamais demandé à les recevoir. Juste ça, juste ce petit élément-là fait que parfois on va commencer à perdre la confiance en disant « Ah, il y a un truc qui est louche quand même. » Et pourtant, plein d'équipes vous diront que c'est un super truc à faire. Réfléchissez un petit peu avant, discutez-en et voyez si vraiment c'est intéressant pour vous. En parlant de confiance, il y a la compliance et le respect de la réglementation. Projet blockchain, ça doit respecter lois et réglementations en vigueur. Et c'est là que je vais vous parler un petit peu RGPD et loi 25. La RGPD, comme vous pouvez... Oui, j'ai envie de dire, vous connaissez tous la RGPD et la manière dont ça fonctionne. Le but, c'est vraiment de vous expliquer que la réglementation, c'est pas que des contraintes. Oui, c'est des contraintes. Oui, c'est sûr. Oui, si on ne s'est jamais posé la question de la façon dont vos données sont stockées, ouais, c'est une super contrainte parce que vous devez tout faire. Mais c'est vraiment une opportunité. Parce qu'être capable de répondre
à la RGPD ou à la loi 25, c'est vraiment exactement la même chose dont on parlait, améliorer la confiance des utilisateurs. Être capable de mettre « je suis RGPD compliance », être capable de dire « je suis loi 25 compliance », c'est vraiment dire « je garantis la façon dont les données sont utilisées ». J'ai un petit exemple particulier sur la difficulté aussi d'être compliance. La RGPD demande le droit à l'oubli, ce dont on a parlé tout à l'heure. Le droit à l'oubli, ok, moi je suis client d'une société, je dis je veux qu'on oublie toutes mes informations. Est-ce que vous pensez qu'on peut oublier toutes les informations liées à une société ? Non, on ne peut pas. Réglementairement, c'est impossible et c'est interdit. Parce que si quelqu'un, par exemple, était employé de la société, puis il s'en va, puis il dit non, mais c'est bon, je veux que toutes mes données internes soient effacées. Non, une partie des données sont légalement obligatoires à conserver. C'est là que, oui, la RGPD dit on doit effacer toutes les données sur une demande, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres lois qui sont également à prendre en compte et qui sont super importantes. Il y a aussi quelques conflits. Voilà, blockchain, RGPD, réglementation, on a quelques conflits qui existent sur les notions d'interopérabilité, sécurité, parfois c'est assez complexe. Oui, et en fait, c'est à la base du projet qu'on faisait, ça a été dès le début une grande question, c'est comment est-ce qu'on sert de tous les avantages qu'on connaît de la blockchain, qui sont quand même vraiment importants, mais en même temps de le faire dans un encadrement conforme aux lois. Puis, ce que nous, on remarquait quand on a commencé ça, c'est que beaucoup de projets de blockchain étaient vraiment intéressants sur le use case, des technologues vraiment bons derrière ça, mais des gens qui passaient peu de temps à penser au cadre réglementaire puis dire on va changer le monde. Ce qui est une très belle initiative, une très belle énergie, mais le problème, c'est que, on l'a vu, la réglementation a rattrapé, les lois ont rattrapé, beaucoup de monde sont ramassés en prison, la liste est longue, il y a FTX avec Sam Bankman-Fried en ce moment qui est en cours, et c'est tous des cas où des gens avaient des très bonnes idées, des applications vraiment, vraiment intéressantes, mais qui l'ont fait sans prendre en compte le cadre réglementaire. Et si on veut être capable d'intégrer la blockchain dans des solutions d'entreprise, dans des solutions de start-up, malheureusement, on n'a pas le choix de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la conséquence. Puis la conséquence de ce que tu fais aujourd'hui, tu es pris avec jusqu'à la fin parce que c'est immuable. Donc, le développer dès le début, le réfléchir dès le début, prendre le temps additionnel avant de lancer la plateforme de ton produit pour être capable de t'assurer que tu rentres dans un cadre réglementaire puis tu as aussi une certaine flexibilité ou élasticité dans la façon que tu fais les choses, ça devient en fait essentiel à tous les projets qui veulent intégrer la blockchain. Parce que sinon, tu te ramasses avec, t'es complètement non conforme, puis soit tu payes des amendes, soit tu fermes ta business, soit tu vas en prison. Et ça, c'est des choses qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne veux pas faire. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de le réfléchir dès le début, puis d'aller chercher l'aide puis le support nécessaire. La blockchain est morte ? Longue vie à la blockchain. On a cherché des perruques super longues pour le dire façon roi. Je vous avoue qu'on a beau être Halloween, c'est pas le truc à la mode. Et on se dit que venir avec les masques de mort, ça fonctionnait pas. Voilà, on pense qu'aujourd'hui, il y a une blockchain qui en partie a disparu. En tout cas, une partie de ce qu'était le tout début de la blockchain qui a vraiment évolué. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau grâce à la partie réglementaire qui permet d'intégrer le privacy by design qui est vraiment clé. Oui, exactement. Et moi, j'encourage toutes les entreprises, tous les groupes qui veulent lancer des projets de blockchain de prendre le temps supplémentaire, comme on a dit, parce que ça a un impact vraiment grand. Puis au final, la blockchain, c'est un outil qui doit être au service d'utilisateurs. Puis ça aussi, c'est un des défis qu'on a, c'est comment s'assurer qu'on a une blockchain qui soit utilisable par les non-technologues. Et ça fait partie justement de notre mission d'entreprise. Et justement, on a avec nous un collaborateur d'une compagnie qui s'appelle ArchiveR, qui lance très prochainement, dans les prochaines semaines, une galerie virtuelle où on a des jumeaux digitaux et des originaux digitaux qui sont mis à disposition pour une diffusion globale. Et on collabore pour fournir justement tout l'aspect tokenisation derrière, mais d'une façon qui est justement comme on a décrit aujourd'hui, qui rentre dans les cadres réglementaires de la RGPD, parce qu'il y a beaucoup des clients qui sont européens, qui prennent en considération la facilité d'utilisation pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la blockchain. Puis l'exemple qu'on utilise souvent, c'est tout le monde se sert d'Internet, mais très peu de monde sait mettre un serveur en place. La blockchain doit penser de la même façon. Ça doit être rendu accessible aux gens. Pas besoin de connaître, coder en Solidity ou même de gérer son propre wallet pour permettre d'interagir avec la blockchain. Puis en permettant ça, en démocratisant cet aspect-là, on permet en fait à tout le monde de bénéficier
du potentiel de cette technologie qui est quand même assez incroyable. Puis justement, on va montrer parce que c'était quand même très dans la théorie, on va montrer une application pratique de ce qu'on fait. Puis ça, c'est une vidéo d'Archivr qui montre leur galerie virtuelle. C'est un petit virtual tour que Mathieu nous a gracieusement prêté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des applications de la blockchain qui ne sont pas forcément celles auxquelles on peut penser initialement. Et encore une fois, ici, on a des mélanges de plusieurs mondes qui se communiquent les uns avec les autres au travers d'une galerie en réalité virtuelle, au travers de ces œuvres qui sont présentes, qui sont identifiées, qui ont un suivi d'identification qui est clair. On va voir l'ensemble au sein d'un même environnement. Et c'est bon de mentionner qu'aucun des artistes avec qui on a travaillé était à l'aise avec la blockchain, les NFT. C'était des concepts qu'ils avaient entendu parler, mais c'était vraiment parler une autre langue. Puis nous, ce qu'on a fait en tant qu'entreprise avec Mathieu, c'est vraiment juste de donner ça accessible. On dit, on va donner une plateforme, on va donner l'information que vous avez besoin, mais on va le faire pour vous. Fait que ça a le fait qu'il y a 6 personnes qui n'auraient jamais touché à des NFT, jamais touché à de la tokenisation, qui ont dit, on s'embarque dans le projet, mais nous, ce que ça demande, c'est qu'on a un job de plus. Notre job, c'est de les accompagner. Et notre job, c'est de le faciliter, de rendre ça accessible, de rendre ça accessible à un enfant ou une vieille personne, pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Puis c'est ce projet-là que Mathieu lance bientôt. Et toutes les œuvres qui sont là sont tokenisées et disponibles sur les plateformes de NFT, si vous voulez. Je pense qu'on peut... On a fini. Oui, on a fini.